Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Bonsoir, à Guten Abend. Vous écoutez Yiddish Heint, le Yiddish au présent, une émission que vous est présentée par la Maison de la Culture Yiddish. Ce soir au microphone, Sharon Bar-Korva. La pandémie a changé bien des domaines dans notre vie. Les mondes du travail, dans les entreprises, le mode de déplacement, la vie privée et même les relations humaines. On se pose souvent la question sur l'impact à long terme de ces changements sur notre vie lorsque le jour viendra, et on espère bien qu'il viendra bientôt, et on pourra retourner à notre vie tranquille, habituelle, qui nous manque tellement. Ce soir, on parlera un petit peu de l'impact que la pandémie a eu sur le monde de Yiddish, sur le monde surtout yiddishiste, les fans du Yiddish, les passionnés du Yiddish du monde entier qui passent leur temps à étudier cette langue, à la rechercher. Et la pandémie, à la fois, leur a fermé beaucoup de portes et ouvert bien d'autres. Pour commencer, on parle de quelque chose qui a un rapport très étroit avec le sujet. C'est le programme actuel de la Maison de la Culture Yiddish, car notre programme, pour le moment, malheureusement, se passe uniquement sur Internet. Et même si on regrette de ne pas pouvoir voir le public de face à face, on est très très content par contre de pouvoir offrir un programme extrêmement riche. Et notamment pour le mois de mars, j'ai quelques rencontres et activités très intéressantes à vous recommander. Et d'une part, il y a bien évidemment tous les cours de Yiddish qui continuent, que vous pouvez rejoindre au 3e trimestre si vous n'avez pas eu la possibilité de vous inscrire pour toute l'année. Et ce samedi, le samedi 6 mars, le soir, de 6h à 19h30, donc de 18h à 19h30, vous pouvez écouter l'une de nos anciennes étudiantes, une chercheuse en histoire et une enseignante à Sciences Po, Zoé Grimbert, qui parlera des enfants de la CCE, la Commission centrale de l'enfance. Donc la CCE, je pense que nos auditeurs savent très très bien de quoi il s'agit et que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se sentent concernés très particulièrement et personnellement par ce sujet. Zoé Grimbert a recherché cette organisation, les activités, et elle nous parlera de ses recherches samedi à 18h. Je vais répéter cela tout à l'heure, mais sachez que toute activité qui vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur notre site internet qui est programme.yiddish.paris. Et sur ce même site, vous pouvez également vous inscrire aux différentes activités et certaines activités sont gratuites, d'autres sont payantes. Mais il faut à toutes les activités s'inscrire à l'avance, bien évidemment, pour recevoir les liens Zoom. Une autre rencontre qui aura lieu ce week-end, le dimanche cette fois-ci, aussi de 18h à 19h30, est une rencontre littéraire autour de la toute nouvelle publication de l'édition de Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus, Antilope. C'est les mémoires de Yitzhak Rudashevsky du ghetto de Vilno. Et le livre s'appelle « Entre les murs du ghetto de Vilno ». La rencontre sera avec donc la traductrice du livre, Batia Baum, avec Gilles Rosier, l'éditeur, et avec l'historien Philippe Bocara. Et tous les trois parleront donc de ce livre hautement passionnant.
Et le même soir, pour les personnes qui souhaitent avoir l'occasion de parler un petit peu en yiddish, il y a quelque chose qu'on appelle le Yiddish Connection. Les Yiddish Connection, c'est des rencontres qu'on a commencées lors du début de la pandémie le printemps dernier. Et ces rencontres permettent aux personnes du monde entier, en fait, de se retrouver sur un espace virtuel et de papoter en yiddish. Il y a des personnes qui parlent yiddish très, très couramment et aussi des débutants. Donc, il ne faut absolument pas être timide ni se dire que vous n'avez pas le niveau, parce qu'il n'y a pas un niveau qu'il faut atteindre pour pouvoir participer. Et vous aurez l'occasion de rencontrer des personnes intéressées par le yiddish ou bien simplement ayant envie de parler en yiddish du monde entier. C'est vraiment très très convivial et agréable. Et ça se passe donc le dimanche également, dimanche 7 mars, et ça commence à 20h, ça dure 1 heure normalement. Et vous pouvez trouver aussi le lien pour cette activité qui est gratuite sur le même site internet que je vais vous donner l'adresse tout à l'heure aussi. Par la suite, la semaine prochaine, le jeudi 11 mars, à 19h30, il y a une conférence de Philippe Boukhara également. Philippe Boukhara fait en ce moment une série de conférences chez nous sur les Juifs immigrés à Paris. Et cette fois-ci, le sujet est les Juifs immigrés à Paris au temps de la guerre froide. Philippe est un grand expert de la culture juive française, de l'histoire des Juifs en France, et c'est toujours vraiment un plaisir énorme. Il a un savoir vraiment incroyable qu'il partage avec grand plaisir avec son public. Et cette série nous a vraiment donné l'occasion de rafraîchir de nos connaissances de l'histoire juive en France et à Paris et d'apprendre plein de nouvelles choses. Et la même semaine, nous n'oublions pas les enfants, car il y a une activité qui est autour des contes de Bacha Wiesinger pour enfants. Ça s'appelle « Quand Schlemil s'enfuit à Varsovie ». C'est une rencontre où Masha Fogel et Annick Primargolis liront les aventures de Schlemil. C'est un personnage naïf qui cherche à devenir un homme d'affaires. C'est drôle et c'est amusant. Et par la suite, Masha Fogel et Annick Primargolis parleront avec les jeunes participants de leurs impressions. Et si vous avez déjà des bases de yiddish et vous avez envie de commencer à apprendre un peu plus profondément, nous commençons ce mois-ci, au milieu du mois, le 16 mars, un cours de 14 rencontres pour les débutants avancés, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà quelques notions. Si vous savez déjà, par exemple, écrire le yiddish, si vous connaissez un petit peu quelques notions de grammaire, mais vous n'avez pas vraiment approfondi, c'est l'occasion, en fait, d'avancer et de pouvoir, par la suite, prendre le niveau 2 déjà. Par exemple, dans notre université d'été qui aura lieu très très bientôt, dans les mois d'été. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous recommander pour le moment. On parlera peut-être de quelques autres rencontres après la pause musicale. Je vous rappelle juste le nom de notre site internet pour retrouver toutes les activités. Programme.yiddish.paris. Vor schreckliche Mageife geht von Land zu Land, mit der Schnellkeit von a Streife
dem Menschen Sinnen, es bleibt die Chochme still. Es ist kein Mittel zu gewinnen, gegen a Bazil. Mikroben, Bazillen, was will dir? Sagt, wem Scheliches der fehlt dir? Ihr fresst die Korbones, Corona Rachmanes, in blühende Leben, dort zielt ihr. Ihr bohrt sich in Tränen von Weiner. Ihr zieht euch dem Mark von die Beine. Ihr samt die Gederim, ihr kriechende Werim, Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Die Lungen tief begraben, und die Blase fest. Die Bazillen, die Mikroben, wollen sehr nest. Fressen unser Leib und Leben, fruchtbaren sich weg. Und wir müssen selbst verschweben, vor der Zeit weg. Und wir fühlen, wie wir gehen still und langsam aus. Und die Schmerzen und die Wehen sind schrecklich groß. Und die finstere Machschoves größer in dem Schmerz. Joren liegt der Malchamoves tief bei uns im Hals. Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Sagt, wem es Scheliches der fehlt ihr? Ihr fresst die Hormones, Corona Rachmanes, in liegende Leben nur zielt ihr. Ihr bohrt sich in Tränen von Weinen. Ihr zieht euch dem Mark von die Beine. Ihr samt die Gederim, ihr kriechende Werim, Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Sind da Vampiren, zu leben gut. Unser Pratze sei Rabieren, trinken unser Blut. Und verschlafen in die Sumpen, unser Heuk im Kopf. Oh, ihr niedrige Lumpen, euch halt kein Sach ob. Unser Krippelte und heute fallen da und dort. Mein Lebenssohn gegräte, viel neueste Mord. In große Tiefe vor im Atmen leiches viel. Und die Herrscher, die gesorgen, spielen Schachmattspiel. Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Sagt, wenn es Schliches der fehlt ihr. Ihr fresst die Korbones, Corona Rachmanes, in blühende Leben nur zielt ihr. Ihr bohrt sich in Tränen von Weinen. Ihr zieht euch dem Mark von die Beine. Ihr samt die Gederim, ihr kriechende Werim, Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Sagt, wem es Scheliches der fehlt ihr? Ihr fresst die Korbones, Corona Rachmanes, in blühende Leben nur zielt ihr. Ihr bohrt sich in Tränen von Weinen. Ihr zieht euch dem Mark von die Beine. Ihr samt die
Nous avons écouté la chanson Menschenfresser qui est récemment devenue un hit sur le web. C'est une chanson que les chanteurs Daniel Kahn et Svetlana Kundish ont renouvelé, en fait, ont retrouvé et rechanté à leur manière. À l'origine, la chanson a été écrite par Salomon Small. En fait, c'est Salomon Shmulevich qui a adopté donc ce nom américanisé. Un juif d'origine de la Biélorussie qui a immigré assez tôt aux États-Unis et qui a fait une carrière de chanteur, compositeur, acteur et qui a eu pas mal de succès aux États-Unis donc. Et la chanson a été écrite par lui en 1916 lors d'une pandémie, car la nôtre n'est pas ni la première et probablement pas la dernière non plus, malheureusement. Et c'est probablement donc la pandémie du polio qui, à l'époque, était à New York, qui a tué quelques milliers de personnes. Les paroles nous paraissent très très actuelles. Gor a schreckliche Mageife geht von Land zu Land mit der Schnellkeit von a Schreife von a Feierbrand. Machtlos ist der Menschens Sinnens, bleibt die Chochme still. S'ist kein Mittel zu gefinnen, gegen a Bazil. Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Sogt wemets, schliches der fehlt ihr. Donc une pandémie horrible va de pays en pays avec une rapidité énorme et l'homme n'y peut rien. Microbes, enfin nous on pourrait dire virus, que voulez-vous de nous? Dites-nous au nom de qui vous venez. Et donc aujourd'hui on va écouter un petit peu Svetlana Kundish, le temps qu'on aura le temps. Ça c'est une première chanson qu'on écoute d'elle. Et c'est l'un des artistes, l'une des artistes qui en ce moment s'adapte à la pandémie, qu'on peut retrouver faisant des activités sur Internet avec son public. Daniel Kahn, pareil d'ailleurs. Une occasion de voir des artistes qui ne sont pas là où nous sommes, nous. Et donc ça, c'est pas trop mal de pouvoir découvrir des choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de découvrir autrement. J'ai encore deux petites annonces à vous faire par rapport au programme de la Maison Lecture Yiddish. Cela nous emmènera à notre prochaine partie de l'émission. Tout d'abord, le jeudi 18 mars à 18h30, la Maison Lecture Yiddish fêtera le printemps des poètes avec comme titre Le Désir. Et cet événement vous donnera une occasion vraiment, je trouve, très très intéressante de voir en live le travail de traduction. Et cela se fera avec Batia Baum et Yitzhak Niborski. Je pense que ce sont deux noms qu'une grande partie de nos éditeurs connaissent. Donc Batia traduit depuis des années beaucoup de textes et c'est vraiment pour elle témoigne aussi un monde de lecture, de compréhension d'un texte. Et avec Yitzhak Niborski, elle traduira un poème d'Avrom Sutzkever et le public pourra voir pas à pas comment une telle traduction se construit, quels sont les enjeux que les traducteurs prennent en compte. Et ça, c'est, je trouve, vraiment une activité particulièrement intéressante parce que c'est quelque chose que le format des rencontres sur Internet permet, alors qu'une rencontre avec un public peut-être permettra beaucoup moins. Par exemple, on ne peut pas voir comment le traducteur écrit sa traduction, alors que quand on a un événement sur Internet, on peut effectivement voir ce travail se faire en live.
Et je finis avec une conférence qui aura lieu le 25 mars, jeudi encore, à 20h. C'est une conférence autour de l'essayiste, philosophe, yiddishiste Chaim Jitlowski. Elle est intitulée Chaim Jitlowski, le yiddishiste que ne voulut pas du melting pot. C'est une conférence de Reise Turner, qui est une enseignante à la Maison de la Culture Yiddish, qui a fait son master à l'Université de Jérusalem sur ce même sujet. Elle est chercheuse aussi en général pour tout ce qui concerne la littérature yiddish. Elle est aussi traductrice. Et donc Reise nous parlera des différentes interventions de Chaim Jitlowski dans les journaux yiddish, où il a pendant 35 ans longuement parlé de ce sujet, de l'intégration des Juifs, des immigrés juifs aux États-Unis, et de l'assimilation contre laquelle il était vraiment très opposé de manière très très forte. Et c'est l'occasion aussi d'entendre une conférence scientifique en yiddish, car cette conférence-là, contrairement aux autres activités que je vous ai présentées, se passe en yiddish. Toutes les autres activités, à part Yiddish Connection, c'est des activités en français. Voilà, je vous invite donc de consulter notre programme et de vous inscrire aux activités qui vous intéressent. Et si je finis avec Reise Turner, c'est un heureux hasard, car Reise a bien voulu parler avec moi du sujet dont on parlera aujourd'hui, donc l'impact que la pandémie et les études en ligne avaient et ont toujours sur l'enseignement. Reise est depuis des longues années une étudiante de Yiddish. Elle a fait des études dans différents pays, dans différents contextes. Elle a aussi enseigné depuis longtemps. Elle enseigne dans différents contextes, donc à la fois chez nous à la Maison de la Culture Yiddish, mais dans les universités d'été également, donc dans différents pays. Et cette pandémie, elle peut la considérer, c'est-à-dire pas la pandémie elle-même, mais plutôt l'influence de la pandémie sur notre domaine de yiddishiste. Elle peut donc le voir de plusieurs points de vue en même temps. Je vous propose d'écouter une petite interview que j'ai faite avec Reise. À cause de la pandémie, on n'a pas pu faire cette interview en studio et je l'ai préenregistrée. Et par la suite, on revient en studio et on continuera la discussion. Les premiers mois de la pandémie, quand tout est passé sur l'enseignement sur Internet, quelles étaient peut-être plutôt vos premières impressions de l'enseignement à distance? C'était bizarre parce que cela est venu juste après la grève. Donc, on a déjà raté 2 mois ou quelque chose, quelques semaines d'enseignement. Et maintenant, quand on regarde cette période, c'est très bizarre. Pourquoi on n'a pas juste enseigné en ligne? Parce que maintenant, c'est déjà semble si simple d'enseigner en ligne. Mais quand la pandémie a commencé, c'était encore une très nouvelle idée. Oui. Et je crois que pour tout le monde, à ce moment-là, semblait très compliqué, mais maintenant, on est tout habitué déjà. Quels sont les avantages que le format à distance vous offre? Je pense que vous avez, par exemple, l'expérience
des cours avec des formats différents et aussi un public très différent, n'est-ce pas? Oui. Pour moi, un grand avantage est que je sais tout le temps quoi les étudiants regardent. Ah oui, Je ce qu'ils peux, voient exactement. oui, je peux les montrer justement ce que je veux qu'ils voient. Mais dans une classe, c'est différent. Dans quel sens c'est différent dans un format de face à face? Chacun a ses pages, pas dans l'ordre correct, peut-être pas les correctes pages, mais quand j'enseigne en ligne, je sais que tout le monde voit ce qu'il faut voir. Vous partagez les textes, les images, ce qu'il faut voir, vous partagez et les étudiants peuvent suivre sans forcément retrouver le bon endroit, le bon texte par eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et c'est beaucoup plus unifié comme expérience. Je comprends, je comprends. Quels sont d'autres avantages éventuels qu'on peut avoir par ce format? L'accès pour les étudiants qui habitent pas en ville, en Paris, ou même pas en France, comme on sait, le centre ici en Paris, c'est très, très unique. En général, les élèves qui habitent dans des autres pays et tout ça peuvent pas bénéficier de l'enseignement ici. Et maintenant, tout le monde peut venir. Les groupes sont beaucoup plus diversifiés. Il y a beaucoup plus de monde qui viennent de différents endroits et qu'on n'aurait pas pu retrouver sinon, s'il n'y avait pas... Oui, et il y a des élèves qui m'ont dit je n'aurais pas l'opportunité d'apprendre le yiddish tout court, ou j'ai peur qu'après la pandémie, je ne vais pas jamais. Ah oui, ils ont peur de perdre le yiddish après la pandémie. Et les opportunités de continuer. Vous avez d'autres avantages qui vous viennent à l'esprit ou simplement pas des avantages, mais des différences dans un sens positif, hein, les aspects positifs de ce format? J'utilise beaucoup plus de matériaux audio et visio et tout ça. Je commence chaque leçon avec une chanson ou un film. Et c'est très, très, très facile de montrer ces matériaux. Dans une classe, je n'ai pas toujours l'équipement. En ce cas, chaque élève peut monter le son pour qu'il entende. Oui, c'est plus facile et c'est plus adapté aux besoins de chacun. Sur le point de vue social, c'est-à-dire les relations entre les élèves eux-mêmes et entre vous et les élèves, vous avez remarqué dans quelle mesure ça influence les relations dans la classe? On perd quelque chose de très, très important. C'est le temps de parler avant la classe et après la classe informelle. C'est important et pour la relation entre l'enseignant et les élèves, mais aussi pour les relations entre les élèves même, que c'est pas très facile pour eux de former les amitiés et tout ça. Et je travaille beaucoup pour faciliter la formation des relations entre les élèves pendant la leçon. Je pense beaucoup comment on fait
quand il n'y a pas d'opportunité pour ces échanges informels. Mais je ne peux pas remplacer cette opportunité, Oui, même si je travaille beaucoup. oui. Tout Et à c'est fait. encore une chose, c'est un avantage et aussi un défaut que j'ai maintenant des élèves français et aussi américains, que c'est très, très intéressant. Et c'est bon parce que on parle que yiddish pendant la leçon, parce qu'il n'y a Oui. pas de... tout le monde parle pas français, tout le monde parle pas anglais. Donc, Oui. il y a une pression de parler que yiddish pendant la leçon. C'est très, très, très utile. Pour moi, c'est aussi utile parce que je parle pas français très bien, donc je dois pas parler français pendant la leçon. Pour moi, c'est très bien comme ça. Mais le défaut est que si il vient thème, un sujet qui est difficile, émotionnel, ou c'est connecté à un chapitre d'histoire difficile, tout ça. Il y a spécifiquement lié à Yiddish, ça peut arriver. Et c'est pas très bien que les élèves peuvent pas parler sur ça dans leur langue maternelle. Et pour ça, j'enseigne, par exemple, pas matériaux connectés liés à Shoah, parce que je sais que si ils peuvent pas parler en français, par exemple, il peut arriver une situation pas confortable. C'était Reisa Turner qui nous a parlé de ses expériences en tant que professeure enseignante qui ne voit plus ses étudiants face à face et quelles sont les possibilités et les difficultés que cette situation représente. Reisa a eu d'autres points très intéressants dont certains je vais évoquer. Je pense que premièrement, ce qu'on peut peut-être évoquer et que Reisa a aussi soulevé, c'est le fait que l'enseignement sur Internet est en quelque sorte une démocratisation de la culture. Bien sûr que ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est un peu peut-être même cliché de le dire, mais le fait est que bien de personnes ont plus d'accès à certaines activités depuis que plus d'activités se passent sur Internet. Donc, premièrement, Reisa a déjà évoqué le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le yiddish. Et d'ailleurs, tout ce qu'on dit par rapport au yiddish est bien sûr valable par rapport à tout domaine culturel et tout domaine de l'enseignement. Donc, beaucoup de gens veulent apprendre, ils veulent consommer de la culture, mais ils ne sont pas en mesure pour des raisons techniques. C'est-à-dire, ils n'habitent pas dans des centres urbains, ils n'ont pas accès aux centres culturels. Et même ceux qui habitent dans les grandes villes, ce n'est pas dans toutes les grandes villes que le domaine que vous intéresse est disponible. Donc, par exemple, un centre comme la Maison de la Culture Yiddish, en fait, n'existe pas vraiment ailleurs, hein. Il y a bien sûr des institutions où on peut apprendre le yiddish, où on peut avoir différentes activités culturelles liées au yiddish, mais pas un endroit où on peut simplement venir et parler et tout faire dans un endroit. Et les personnes qui n'ont pas ça, ce n'est pas de leur faute. Et ces personnes peuvent être tout aussi motivées et vouloir tout autant s'enrichir.
Et donc, de nos jours, on peut beaucoup plus facilement avoir accès à tout ça. Bien évidemment, il faut avoir Internet chez soi, ou en tout cas quelque part où on a accès. Il faut même financièrement être en mesure de s'inscrire pour des activités payantes. Il y a encore des barrières. Ce n'est pas à 100% ouvert à tout le monde. Pas tout le monde est aussi à l'aise avec les moyens techniques non plus, hein. C'est quand même plus difficile pour des personnes qui ont passé une grande partie de leur vie sans un ordinateur. Mais il faut dire que plus le temps passe, plus on voit que quand même beaucoup de personnes s'adaptent petit à petit. Et surtout que de nos jours, on est de plus en plus conscient du fait que la technologie peut aussi représenter une barrière pour beaucoup de gens, et donc une institution comme la nôtre et bien d'autres, et aussi les familles, de plus en plus s'organisent pour donner la possibilité aux personnes qui ne le font pas aussi spontanément et aussi aisément de participer à des activités par un ordinateur, de pouvoir être aussi connecté à cet aspect de la vie culturelle actuelle. Et donc, une démocratisation qui a un rapport avec simplement les lieux d'habitation, mais aussi avec les capacités physiques des personnes. Car il faut quand même se rappeler que pour suivre un cours, normalement jusqu'à maintenant, il fallait se déplacer. Il fallait prendre les transports ou bien avoir une voiture. Il fallait pouvoir, par exemple, sortir à certaines heures de chez soi. Si on travaille beaucoup, ce n'est pas toujours possible. Si on a des enfants de bas âge, ce n'est pas toujours facile non plus. Et si on a des problèmes, si on a une mobilité réduite, ce n'est pas facile non plus. Et tout ça est tout de même facilité lorsqu'on peut suivre des activités, lorsqu'on peut suivre des cours à partir de chez soi. Et ça, c'est vrai à la fois pour les personnes âgées, mais aussi toute personne jeune qui a une vie très très remplie, ou bien qui aurait des difficultés physiques aussi. Une autre catégorie de personnes qui peuvent profiter éventuellement de ça, c'est les personnes malentendantes. Car, c'est-à-dire, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment destinées aux personnes sourdes, mais il y a quand même de plus en plus de conscience qu'il faut que le son soit de bonne qualité pour que les personnes puissent suivre. Et quand on est chez soi, il est quand même plus facile d'avoir, par exemple, des bons écouteurs, de pouvoir augmenter le volume. Et cela est un grand avantage, car dans une classe, on ne peut pas demander à tout le monde de parler à haute voix, à tourner la tête vers les personnes qui entendent mal. Et quand on est devant son ordinateur, de manière naturelle, tout le monde a la tête qui est tournée vers la caméra. On voit mieux la bouche. Et la personne qui n'entend pas très bien peut aussi monter le volume. Et donc tout ça, c'est quand même des avantages qui, en quelque sorte, peuvent compenser un tout petit peu du manque du lien humain que nous ressentons tous dans ce temps d'écran, d'ordinateur. On va écouter une deuxième chanson de Svetlana Kundish, cette fois-ci une chanson d'une poétesse contemporaine qui habite en Israël, Rivke Basman Ben Chaim, et la chanson s'appelle Wer hat gesehen. Wer hat gesehen
Wer hat gesehen de Rivke Basman-Ben Chaim, chanté par Svetlana Kundish, et avec la musique et l'accompagnement musical de Patrick Farrell. Les paroles sont très très touchantes et jolies, je vais vous les lire un petit peu. Wer hat gesehen sich kuschen a Zweig mit a Zweig? A Liebschaft sa is nicht zu gefinnen. Der glückliche Wind räumt ein dem Beginnen, und ruhig soll werden. A Vögland läuft und lässt sie sich lieben. Still wird. Wie Gold wollt vertrieben die Wolkens, soll keiner nicht sterben, in tiefen Geschweig, dem Kusch von a Zweig mit a Zweig. Qui a vu deux branches s'embrasser? Un tel amour ne se trouve pas. La chanson, enfin plutôt le poème, nous parle de deux branches que le vent bouge et qui s'embrassent du coup, et le monde entier, le vent et Dieu et les nuages font en sorte que ce baiser ne soit pas ne soit pas dérangé. Et donc nous avons parlé de la démocratisation en quelque sorte des études yiddish, du fait que cela permet à de plus en plus de gens de participer de manière qui est plus ouverte. Mais Reisa a mentionné aussi les désavantages, et notamment de point de vue social, le manque de liens directs, d'atmosphère un peu conviviale qu'on a dans un centre culturel, dans une classe. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Cela, je pense, nous manque à nous tous. Et même si nous avons, par exemple, j'ai mentionné les concerts qui sont maintenant accessible, même quand il s'agit d'artistes qui sont très loin de nous, mais il est évident que rien ne peut remplacer l'atmosphère d'une salle de concert où le public se sent vraiment uni, tout le monde est là passionné de la musique, et cette énergie ne peut en aucun cas être remplacée par des activités qui se passent sur Internet. Mais en même temps, je voudrais quand même défendre les activités sur Internet, car ils permettent certaines choses et même une certaine intimité que les activités en commun dans une salle de classe, dans une salle de concert ne permettent pas. Par exemple, le fait que lorsque je suis à la fois lorsque je suis enseignante et quand je suis étudiante, je me retrouve en fait chez moi face à des personnes qui sont chez eux. Et derrière moi, il y a une image que j'ai mise sur mon mur, une image que j'aime bien, et tout le monde peut voir cette image-là et imaginer un petit peu ce chez moi. Derrière bien de personnes, il y a leur bibliothèque et on peut un peu voir les volumes qui leur tiennent à cœur. Et on peut partager quelque chose d'intime dans ce sens, même quand il y a des écrans qui nous séparent. Et j'ai souvent le sentiment qu'il y a quand même une proximité qui se crée à travers ces différents chez soi, ces différentes lieux d'habitation qui se présentent à nous par les écrans. Et de la même manière, les autres activités culturelles telles que les concerts, c'est un peu similaire, car un chanteur qui se retrouve devant la caméra directement et qui vous parle presque intimement, et vous êtes connecté à ça en live. Il y a des personnes qui envoient des remarques
sur un chat commun en même temps, qui écrivent au chanteur, à l'artiste, à tel point ils apprécient la performance. Et tout ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans un concert. C'est-à-dire, on peut bien sûr crier, mais bon, c'est peut-être pas très poli dans bien des situations. Si on n'est pas dans un concert rock, c'est peut-être pas très bien vu. Et c'est quelque chose qui se fait. Donc, c'est ce genre de communication à la fois entre les différents participants et entre les participants et l'artiste. On peut exprimer son appréciation, on peut demander une certaine une chanson spécifique, par exemple. Et on se sent presque dans un concert privé, en fait. C'est une expérience très, très différente, on va dire, et qui a aussi ses avantages. Donc, la première question que je me suis posée, donc, comment est-ce que tout ça va influencer notre vie d'après la pandémie ? Et j'ai vraiment très très bon espoir que dans quelques mois, lorsque la situation petit à petit s'améliorera, on va garder en esprit tous les avantages, tout ce que cela nous a permis de faire, qu'on n'aurait pas pu faire autrement, tout ce que nous avons appris. Et personnellement, par exemple, je suis certaine que je ne vais pas arrêter de m'inscrire à des cours en ligne, ce que j'aurais pas du tout fait avant. J'aurais jamais eu l'idée de m'inscrire à un cours en ligne. Depuis le début de la pandémie, j'ai fait plusieurs cours en ligne et je suis vraiment ravie de pouvoir apprendre, de pouvoir participer à des cours auxquels j'aurais pas accès sinon. Et je pense qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'institution qui fonde de la culture, on va également continuer à rester en contact avec notre public de cette manière également. Bien évidemment, pas exclusivement, mais également de cette manière. On va finir avec ce temps optimiste, avec un petit extrait. On va probablement pas avoir le temps d'écouter toute la chanson. Encore une fois, une chanson que chantera Svetlana Kundish, c'est la chanson populaire Katerina Molodica. Et peut-être que certains d'entre vous connaissez cette chanson. Elle chante ici avec le groupe Spielberg. C'est durant un concert qui avait lieu à Tel Aviv au centre Suzanne Dalal. אני הלכתי ביער ושמעתי בסקול Du siehst ich bin gegangen in den Wald und hört das Stimm a Worte von Himmel Vous avez écouté Yiddish Heint, le Yiddish au présent, l'émission de la Maison de la Culture Yiddish. Je vous souhaite une très très belle soirée et à très très bientôt. Katerina Молодица, поди сюда, Боже, Христос.
weiß nicht schon. Того же heißt es молодица. Und поди сюда, посмей der посок. Katrina weiß nicht schon. Молодица hat er heute verstanden, ja? Da was heißt es? Поди сюда. Ich soll also wissen von Zorres. Поди сюда.